Du coup, Yago, c'est un peu comme un service après-vente pour candidats. La stat marché, c'est qu'il y a 65% des candidats qui détestent une boîte après y avoir postulé. Donc en fait, ça pique. Ouais. C'est clairement une usine à créer des déçus. En moyenne, il y a 85% de satisfaction sur l'expérience candidat qu'on propose. Donc on arrive vraiment à retourner de moins 65 à plus 85. La stat clé chez nous, c'est qu'il y a 20% des postes chez nos clients qui sont pourvus avec des anciens candidats revalorisés par Yago. Encore une fois, le process, c'est la seule chose visible pour un candidat. Salut Mathieu, Salut Alexis. j'espère que tu vas bien. Ouais, super, merci à toi. Bah ouais, très très bien. Je suis très content de t'accueillir sur le podcast. Bah, merci de On a ton invitation. Avec C'est grand chouette. plaisir. On a passé la semaine ensemble quasiment. Ouais. En meeting lundi. Là, on fait podcast ensemble. Vendredi, non, demain, on a un webinar. Ouais, Demain matin. Donc c'est notre semaine à tous les deux. ouais, exactement. En tout cas, ça va être très bien. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Alors, je m'appelle Mathieu Penet, j'ai 3 enfants. Très bien. Voilà, je commence par ça. C'est le plus important. Et en fait, j'ai monté, ça fait 12 ans que je monte des boîtes dans le recrutement. D'accord. Et le vaisseau amiral, ça s'appelle Yago, ça fait 8 ans que ça existe. Et notre métier, si je le résume très simplement, c'est qu'on a vu que quand un candidat postulait dans une boîte, très souvent, il n'avait pas de réponse ou alors une réponse automatisée et qu'il détestait ça. Et que du coup, ça flinguait un peu tous les efforts qui avaient été faits en acquisition de candidats avant, parce que les candidats étaient déçus de l'expérience candidat qu'ils pouvaient vivre. Et du coup, Yago, c'est un peu comme un service après-vente pour candidats. Notre métier, il est un peu double. Il est premièrement de répondre correctement et personnellement à chacun des candidats qui a postulé. Donc on arrive à transformer la stat marché, c'est qu'il y a 65% des candidats qui détestent une boîte après y avoir postulé. Ah, c'est horrible. Donc en fait, ça pique. Ouais. C'est clairement une usine à créer des déçus, quoi, en Mmh. gros. Mmh. Et quand on déploie Yago chez nos clients, en moyenne, il y a 85% de satisfaction sur l'expérience candidat qu'on Ok. propose. Donc on arrive vraiment à retourner de moins 65 à plus 85. Et c'est assez marrant de faire ça. Et je dois dire, donc ça, c'est le premier pilier, c'est la réponse personnalisée. Mais en fait, c'est pas tellement l'enjeu clé business qui va venir fluidifier le process de recrutement. C'est que comme on fait en sorte que les candidats aiment bien la boîte dans laquelle ils ont postulé, mais sans avoir été retenus, on va aller nous constituer des viviers avec ces profils de candidats. On va analyser tous les CV de chacun des candidats, constituer des viviers. Donc on va garder en moyenne 30% des candidats qu'on va placer en vivier. Et le deuxième métier, du coup, c'est d'animer ces viviers de candidats. Ça va te parler 100 fois, quoi, mais d'animer ces communautés de candidats et ces viviers de candidats pour maintenir le lien avec eux et surtout leur reproposer les bonnes offres d'emploi qui correspondent pile à leur profil. Et le truc chouette, c'est que en fait, on permet aux boîtes de revaloriser, recycler presque les anciens candidats pour les aider à staffer plus vite leur futur poste. La stat clé chez nous, c'est qu'il y a 20% des postes chez nos clients qui sont pourvus avec des anciens candidats revalorisés par Yago. Donc en fait, on est à la fois un truc qui bosse sur l'expérience candidat, la marque employeur et le fait de tenir ses promesses de marque employeur en répondant correctement et personnellement à chacun des candidats, mais surtout, on en transforme ça en un levier d'acquisition et un levier de recrutement plus efficace. Parce qu'en fait, une fois qu'ils ont payé un candidat, je dirais, acheté une candidature auprès d'Indeed ou de n'importe quel job board, et ben en fait, ils peuvent le revaloriser et ne pas avoir à le repayer à chaque fois. Et ça commence à être assez ancré. Alors, ça a été hyper long. Au début, pour évangéliser, j'imagine, 8 ans. 8 ans, là, je fais le vieux con, mais je pense qu'on a eu 3 ans, 3 ans et demi, de traverser du désert. J'étais en train de gueuler comme un putois en disant répondez à vos candidats, ça a de la valeur, vous allez voir, constituer des viviers, c'est quand même la base, c'est ce que fait le marketing, c'est ce que font les sales, c'est ce que voilà. Et petit à petit, le truc a bien pris. Et après, on a été plein à évangéliser sur ce truc-là. On s'y est mis à plusieurs. Mais, clairement, vous aussi, avec Gross Hiring, c'était un des gros sujets. Et ça rentre. Ça rentre, c'est chouette. Là, quand on enregistre là, on est toute fin 2024. C'est le feu. Mais c'est hyper chouette. Il y a plein de trucs qui se déploient. Et en fait, il y a la prise de conscience qui a été faite. Et du coup, là, on est dans la phase de faut galoper. C'est un peu long comme présentation, mais... Non, mais c'est trop bien, c'est hyper intéressant. Et du coup, tu disais vaisseau amiral parce qu'il y a d'autres vaisseaux? Ouais. En fait, moi, c'est ce que j'adore faire dans la vie. En fait, c'est toujours la même boîte qui édite les différents services.
Mais on est en boîte à mission, enfin en entreprise à mission et tous ces trucs-là. Et en fait, on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on essaye de réparer le recrutement. Et surtout en essayant de réparer la relation candidat et recruteur. Et pour pouvoir faire ça, donc il y a 4 ans, on a sorti le petit frère de Yago qui s'appelle Cask. Ça s'écrit C-A-A-S-K, parce que c'est la contraction de Candidate et Ask. Et en fait, c'est parti d'un autre constat, c'est que les équipes de recrutement étaient souvent manquaient de crédibilité en interne pour aller parler au market ou à la com, parce que la plupart du temps, les stratégies, les process étaient designés que à l'intuition. Que à regarder ce qui se faisait sur le marché, il y a Bidule qui a fait ça, je vais copier, machin. Et sans forcément aller faire un peu ce qu'on appelle de l'UX design, c'est d'aller reprendre tout le process et d'aller demander aux candidats qu'est-ce qu'ils en ont pensé. Et quand on a essayé de décortiquer ce truc-là, donc c'était clairement pendant le Covid, on s'est dit, il faut aller insuffler cette culture de demande du feedback aux candidats pour savoir quels sont les axes prioritaires. Et en fait, donc ça fonctionne plutôt, c'est encore un service, parce que chaque fois, tout ce que je propose comme activité, c'est toujours du service et pas de l'outil. C'est encore un service où on vient, c'est quasiment du consulting plus, quoi. On vient étudier avec les directions du recrutement où est-ce que ça pêche, quelles sont leurs intuitions. Et nous, on arrive avec plein de jeux de questions qu'on va pouvoir aller poser aux candidats. On récupère les extracts de toutes les candidatures qu'on postulait souvent dans les 6 derniers mois. Et on va aller jouer le tiers de confiance. Donc on va les accompagner pour aller designer les questionnaires. On va jouer le tiers de confiance qui va aller voir les candidats en disant « Hey, salut, telle entreprise m'a contacté pour essayer de faire parler leurs candidats. Est-ce que tu peux répondre, s'il te plaît, à ces questionnaires-là » Ça peut aussi aller sur des entretiens tels quand il faut. Et d'aller recueillir le feedback d'un d'un très gros volume de candidatures, de candidats, pour savoir ce qu'ils ont pensé de leur process et de leur candidature. Que ce soit sur des candidatures qui se sont arrêtées après le tri de CV, ou des gens qui ont avancé dans le process de recrutement, ou des gens qui ont même rencontré des hiring managers. Recueillir leur feedback, c'est clé pour savoir qu'est-ce qu'il faut aller bosser sur ton process. Et ça aussi, alors ça, nous, c'est hyper cyclique dans l'année, je dois dire. Parce que sur Cask, on en fait beaucoup courant T4, quand les boîtes ont besoin justement de savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire dans leur stratégie pour le budget d'après, et d'y voir clair en fait, et d'être capable d'aller défendre des budgets en interne, d'aller expliquer à des DG pourquoi est-ce qu'il faut investir plus dans le recrutement. En fait, d'avoir des données chiffrées, ça permet justement d'apporter cette crédibilité aux directions du recrutement en interne pour aller faire bouger des choses. S'il faut aller former les hiring managers, c'est parce que les candidats ont remonté que en fait, ça se passait pas très bien en entretien. S'il y a des sujets de diversité et d'inclusion, notamment de comportement un peu limite dans les process de recrutement, en fait, ça met le doigt dessus directement. Et il y a plein de petits leviers comme ça. Au-delà du fait que, simplement, aller poser la question à un candidat de savoir qu'est-ce qu'il a pensé du process, ça le valorise. C'est quasiment un enjeu de marque employeur que d'aller sonder les candidats pour savoir ce qu'ils en ont pensé. Clairement, c'est l'info précieuse. Ouais. Et donc ça, c'est le deuxième, dans l'historique, c'est le deuxième service. Et le troisième, qui est plus récent, qui a 9 mois, qui est donc toujours dans cette droite ligne. On a vu, ça part toujours d'un constat terrain, c'est toujours comme ça. On a vu que ça hurlait chez les recruteurs opérationnels en disant on reçoit trop de CV mais pas assez de bons candidats. Ouais, exactement. Ouais. Et trop de CV, pas assez de bons candidats. Quand on sonde pour savoir combien de temps ils passent pour aller screener les CV, ils te racontent parfois entre 2 et 3 heures par jour. Ouais, en fait, tu as une valeur ajoutée bien plus importante à aller faire la conduite du projet sur la suite du process et sur le coaching candidat, sur le management des hiring managers, sur comment tu fais pour réduire ton process. Avoir 3 heures par jour de ta journée qui sont déjà cramées pour ça, c'est une aberration. Et du coup, comme avec Iago, on a déjà une force de frappe pour être capable de répondre très vite aux candidats quand ça arrivait chez nous, et ben en fait, au lieu d'être un service après-vente pour candidature, on l'a je dirais, basculer pour le mettre avant les recruteurs, pour assurer à nos clients que tous les candidats sont regardés dans les 36 heures qui suivent la candidature, que s'il y a des questions à les poser au candidat parce que la candidature elle est incomplète, on va le faire justement pendant que le candidat il est encore chaud et qu'il se rappelle de sa candidature. Et on va même aller jusqu'à la pré-caltel pour aller avancer. Et après, donc, on garantit aux recruteurs qu'il va avoir que la crème de la crème des candidats,
dans son ATS, tout bien rangé, nickel, en étape à étudier recruteur. Donc il va plus se soucier des nouveaux, il va plus se soucier de passer des heures carrées à aller trier son flux. C'est nous qui allons le faire et on va lui fournir que la crème de la crème qui correspond pile à son offre, en fonction de plein de critères classiques en fait, géographie, salaire, est-ce qu'il a bien le CACES quand il est en logistique, est-ce que machin, tous ces sujets-là on les a backés au préalable avec notre client. Et donc en fait on fait en sorte de, limiter les irritants côté candidat, parce qu'en fait le candidat il trouve ça ouf d'avoir un premier contact dans les 24 ou 36 heures qui suivent sa candidature. 2, on fait en sorte que le recruteur il puisse avoir, donc lui il économise déjà 3 heures de son temps, ça c'est hyper chouette. On fait en sorte qu'il ait des candidats il passe pas à côté de bons candidats dans le process. Quand tu discutes avec des recruteurs, j'ai l'impression de parler beaucoup déjà, tu sais. Mais c'est pas grave, quand on discute avec des recruteurs, on a le sujet ils perdent des bons candidats parce qu'ils ont trop tardé à traiter les candidatures. Okay. Parce que le process a été trop long. Il y a ce décalage colossal entre le temps du recruteur et le temps du candidat. Et ça, donc on arrive à le gommer complètement parce qu'on resynchronise tout le monde. Et ça, je dois dire, c'est assez chouette. Ouais. Et au passage, on continue avec le Iago. J'ai regreffé, donc ça s'appelle Iago Screening, mais je regreffe Iago classique derrière pour être capable d'assurer le 85% de satisfaction, la constitution de vivier et le recyclage des candidats. Ah ouais, donc tu arrives à créer une sorte d'écosystème d'expérience candidat et notamment avec Casque, toute la partie process. Exactement. Donc c'est un peu c'est notre sujet du jour au final. Et comment optimiser ou améliorer ce process et s'assurer que tout le monde s'y retrouve, candidat comme recruteur, aligner les enjeux. Je rajoute souvent dans l'équation, moi, le client interne. Et le client interne. Le hiring manager. Le hiring manager, ouais. Qui est souvent l'ennemi des équipes de recrutement. Exactement. Alors qu'en fait, ça ne le devrait pas du tout. Ouais, et souvent, il y a des conflits. Ouais. Souvent, il y a des conflits parce que, donc, on parlait tout à l'heure du temps le temps du candidat n'est pas le temps du recruteur et le temps du hiring manager n'est pas le temps du recruteur non plus. Lui, quand il a mal, c'est-à-dire que quand il a ouvert un recrutement, c'est parfois parce qu'il a eu une démission, souvent parce qu'il a des équipes qui sont en souffrance parce qu'elles sont sous-staffées et que du coup ça coince. Il y a plein de problèmes de management derrière que lui doit gérer et il faut que le recruteur arrive à se positionner comme étant presque le vengeur masqué, enfin le sauveur masqué qui vient lui filer un coup de main pour lui enlever ce caillou dans la chaussure de comment je fais pour tenir mon équipe et de dérouler mon service et de faire en sorte que ça tourne. Et quand je vais discuter avec des boîtes dans le retail notamment ou dans des boîtes de services, en fait tu te rends compte que le recrutement et un bon recrutement, c'est la solution à pas mal de problèmes de gestion d'équipe pour un manager. Et ce réalignement-là, il est difficile à aller insuffler. Et donc, c'est un truc qui se fait, je pense, de plus en plus, de redonner la valeur business du recrutement auprès des hiring managers pour que tout le monde soit aligné. Et pour que, du coup, quand le client interne, donc le hiring manager, il dit « j'ai mal, j'ai besoin d'ouvrir un poste, aide-moi s'il te plaît, cher recruteur », que ça aille beaucoup plus vite sur la rédaction de l'annonce, la prise de brief, rédaction d'annonce, diffusion. Toute la partie traitement, on essaye, nous, de la réduire à vraiment 36 heures pour que ça aille très, très vite. Et qu'il n'ait pas le temps de se dire, de se désintéresser du travail. Enfin, il ne faut pas que le client interne ait le temps de se désintéresser du travail de recruteur. Il faut garder la hype dans le process. Qu'il soit encore chaud, quoi. Qu'il soit encore chaud en se disant, OK, c'est bon, il va vraiment m'aider. Je ne me retrouve pas tout seul à manager des équipes qui en sont en souffrance. Il va vraiment m'aider et tout ceci se fait hyper rapidement. Donc c'est un peu ça le point. Donc il faut vraiment mettre le hiring manager dans l'équation parce qu'en fait c'est souvent ce qui pêche aussi sur les timings de process de recrutement. Selon toi, justement, sur les process de recrutement, tu vois beaucoup d'entreprises, tu vas les voir, tu recueilles toutes les informations à l'appel, avec toutes les personnes, avec toutes les parties prenantes. Ouais, bah je me suis beaucoup amusé sur T4 24, parce que je me suis dit à la rentrée, donc je suis toujours en veille pour savoir quel autre prochain service je dois aller monter, je dois dire. Quel est l'autre vaisseau de la... Exactement. L'autre... Alors, Iago, pour l'instant, est très gros, donc c'est plus des petits satellites autour qui avancent, même si l'offre screening, elle est hyper intéressante et je dois dire, ça va très vite. Et donc, début septembre dernier, je me suis dit, OK, comment je peux faire ? Et du coup, j'ai sondé plusieurs boîtes pour aller faire l'équivalent d'un stage de 3e. Chez eux. C'est un stage d'observation où donc c'est gratuit.
Moi, j'y vais pour aller discuter avec les équipes opérationnelles. Pour aller d'abord, je prends du temps avec souvent le directeur ou la directrice du recrutement pour savoir comment ça se passe, quel est le process, quels sont les jolis graphes qui ont été pondus et comment ça doit avancer dans la théorie. Et après, pendant 2 jours ou 3 jours, je fais le tour de toutes les équipes jusqu'à même aller rencontrer des hiring managers, donc des directeurs de magasins ou des RH locaux, pour savoir exactement comment ça se passe en fait dans la vraie vie. Et donc je l'ai fait dans pas mal de boîtes, plusieurs boîtes du retail, plusieurs boîtes de services, justement des Saint-Gobain, des Ikea, des boulangers, Leroy Merlin, voilà. Et je suis allé chez Mazars également. Et j'en ai plusieurs de prévus pour... finalement, il y aura une saison 2025 de ce truc-là, donc j'en ai plusieurs de prévus déjà pour janvier. Et l'analyse, elle est toujours assez nette sur le process. Il est suivi que 10 ou 15% du temps. Donc en fait, quand on discute avec un directeur de recrutement qui dit bah, voilà le process et j'espère que c'est la réalité, en fait, c'est pas vraiment toujours la réalité. Et c'est hyper intéressant de pouvoir se dire, ok, qu'est-ce qu'il faut ? Pendant ces sessions, ce qu'on a appelé la piscine par Iago, c'était de l'immersion complète, hein, j'ai posé 135 fois la question, qu'est-ce qui t'emmerde dans ton job ? Qu'est-ce qu'il faut améliorer ? Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais ? Et les réponses à ces questions-là, c'est clé pour savoir justement qu'est-ce qu'il faut aller faire pour la suite. Et selon toi, dans le process de recrutement, si on prend une généralité, quels sont les endroits où c'est cassé, où ça bloque ? Qu'est-ce qui fait qu'il n'y ait que 15% du process qui soit suivi ? Très souvent, c'est une question de temps. Quand je dis temps, ça englobe plein de trucs. Ça englobe justement cette perception du temps qu'ont les 3 personas qui interviennent dans le process de recrutement. Ça reprend la bande passante de chacun à allouer sur cette tâche de recrutement et l'efficacité que ça doit avoir. Le temps, c'est ce qui manque à chaque fois, donc tout le monde court après le temps dans tous les jobs, mais là, il faut avoir un truc qui est un process qui est designé par le temps avant d'être designé par il faut absolument qu'il rencontre un tel et un tel. Ouais, mais s'il n'est pas dispo, en fait, c'est mort. Il faut que le process, il dure que 15 jours, pas plus. Sinon, on perd les candidats, sinon on perd la hype que j'évoquais tout à l'heure. Et donc, du coup, le truc qu'il faut corriger le plus, c'est la vélocité du process. Ok. Et selon toi, cette temporalité, tu la gagnes à certaines étapes ? La diffusion d'annonces, il y a encore beaucoup de process de recrutement où les gens diffusent des annonces et attendent une semaine avant de commencer à checker les candidatures. Okay. Ah ouais. Donc là, tu sais que tu as une perte en ligne qui est colossale. Tu as encore plein de candidats, notamment sur des postes non cadres. Donc c'est très vaste parce que ça représente la très grande majorité des postes. Hein. C'est, je crois, Bonanza qui avait sorti une étude hyper chouette sur au bout de combien de temps après la candidature, en fait, la proportion de candidats que tu perdais juste par nature, de gens qui ne te répondaient plus. Et au bout de 6 jours, tu avais déjà perdu 50%, je crois, ou quelque chose comme ça. Tu vois. Énorme, ouais. Et donc, c'est clé. Ouais, c'est comme le commerce. Hein. Dans le commerce, tu as un lead qui tombe. Si tu le traites pas sous les 1 à 2 heures, je crois. Ouais. Mais après, si tu le traites le lendemain, tu as à peu près, pareil, 50% de chances qu'ils ne te répondent pas. Quoi. Ouais. Alors que ça peut être un lead, ça peut être même une demande de démo où la personne ne te répond pas parce que tu as mis trop longtemps. Tu as perdu la hype, encore une fois. Ouais. Tu vois, le moment, l'espèce de momentum. Et donc ça, le tri de CV est pour moi capital. Et l'alignement des agendas parce qu'en en fait, il faut aller très vite. Dans les échanges que je pouvais avoir avec les recruteurs opérationnels, il y a 2 écoles. Il y a 2 écoles très nettes. Et il y en a qui refusent de plugger directement les rendez-vous dans les agendas des hiring managers en disant je suis pas sa secrétaire et ça me saoule. Ouais, c'est plus par... C'est à lui de prendre ses responsabilités. Okay. Et s'il ne le fait pas, c'est que c'est de sa faute et c'est lui qui met pas assez d'énergie sur le process de recrutement. Et il y en a d'autres qui sont prêts à avancer le plus vite possible dans leur process et qui sont même prêts à vraiment à aller justement plugger le rendez-vous directement avec le top candidat qu'ils veulent absolument recruter en disant c'est pas grave, tu le vois, et ou alors ils invitent à déjeuner le hiring manager, enfin ils lui bookent à l'heure du déjeuner et en fait non, c'est pour aller voir, c'est pour l'entretien avec le top candidat qu'ils veulent absolument voir. Donc ils sont obligés de filouter un peu, mais et ces 2 écoles-là, c'est assez net de posture de la part des équipes de recrutement sur est-ce que j'ai envie que le recrutement
le process de recrutement soit plus rapide, et du coup, je veux bien y aller par tous les moyens, ou est-ce que je veux mettre mon client interne, donc le hiring manager, en face de ses responsabilités. 2 écoles. Et donc, il y a quand même un enjeu business qui est hyper présent, qui est clé là-dedans. Comment tu vois, toi, cette relation entre le process de recrutement qui soit bien optimisé et le business? Il y a pareil, j'ai vu plusieurs types d'organisations, mais il y en a 2 qui ressortent. Okay. Parfois, dans les entreprises, il y a des cellules de recrutement centralisées. Et parfois, le recrutement, il est ventilé sur des RH locaux qui ne font pas que du recrutement. Et ou, encore pire, ventilé directement sur les managers. Et donc, ces points-là, sur les orgas et sur Putain, j'ai perdu le début de ta question. Voilà, la relation... Quelle est la relation, selon toi, avec le business et le process de recrutement? Sur en fait, tu as les 2 écoles. Et donc, je disais, c'est pour ça que je suis venu sur les deux structurations du process de recrutement. C'est que c'est plus facile pour un manager d'aller voir une RH locale qu'il connaît, qu'il voit souvent à la machine à café, machin, d'aller la voir en lui disant « Est-ce que tu peux m'aider à aller solutionner ma difficulté de recrutement ?» Sauf que quand c'est ventilé comme ça, c'est beaucoup moins efficace. Et du coup, la meilleure structuration que j'ai vue, c'est quand ce sont des cellules de recrutement direct avec des experts en recrutement qui sont capables de faire ça. Mais il y a cette distance, je dirais, relationnelle, où tu es obligé de contacter l'équipe de la cellule de recrutement au siège parce que tu as besoin de recruter. Et du coup, il y a ce truc de « ils ne vont pas forcément m'aider à solutionner moi mon problème de j'ai besoin d'un ETP supplémentaire ». Ouais, il y a une friction. Ouais. Il y a une friction beaucoup plus nette. Et du coup, tout se joue dans la posture business que va avoir la cellule. C'est là où je te fais lien, mais est-ce qu'ils sont capables de se marketer en interne suffisamment pour être dire on est des recruteurs business partners plutôt que simplement d'être les gardiens du temple du recrutement au sein de la cellule centralisée. Ouais, je vois très bien. Ouais. Et cette posture, il y a des boîtes que j'ai rencontrées notamment qui ont des cellules centralisées où je leur ai proposé de mettre nos CSM de chez nous à leur disposition pour leur expliquer comment on est un prestataire partenaire. Ouais. Et parce qu'en fait, il y a cette friction de... ils n'ont pas une assez bonne image de partenaire business en interne qui vont vraiment enlever l'énorme caillou qui est dans la chaussure du manager. Ça l'empêche de dormir souvent, le recrutement. Le manque d'une personne dans l'équipe d'un manager, quand je te parle dans des équipes, dans le retail notamment, pour être en frontline client, il te manque des gens, ça te bouscule tout ton planning de toute ton équipe, tu tires sur ton équipe, donc en fait tu augmentes ton turnover par nature parce que tu leur demandes de faire plus. Et en fait, donc c'est une difficulté. Et d'avoir quelqu'un qui a vraiment cette posture de « je vais te solutionner ton problème opérationnel business », arriver à se marketer comme ça en interne, c'est clé. Et donc, arriver à montrer que le recrutement... Alors, ce qui est marrant, depuis 8 ans, c'est que ça commence à s'insuffler, mais par le très haut. C'est-à-dire ? Par le COMEX. Ok. La plupart des boîtes... la plupart des COMEX des gens du COMEX avec lesquels j'ai pu discuter, ils commencent à avoir un vrai intérêt business sur le recrutement, sur le fait d'une recruter les bonnes personnes et d'être capable d'aider le manager opérationnel qui pour le coup est souvent très très loin d'eux, mais ils savent que c'est le nerf de la guerre et que c'est eux qui font tourner la boutique. Et donc il y a cette prise de conscience. Tu arrives à avoir cette prise de conscience. J'ai l'impression qu'il y a justement beaucoup de gens qui... et c'est peut-être effectivement grâce à ces personnes qui mettent en avant, et moi le premier, de dire que le recrutement c'est quelque chose de très stratégique pour l'entreprise et qu'il faut le revaloriser, etc. Je me rends pas compte à quel point, parce que j'ai pas de données chiffrées, du nombre d'entreprises qui voient ça comme un pilier très stratégique. J'ai pas de chiffres à te donner. J'ai juste un sentiment de truc qui s'insuffle plus. Et puis en fait... le retournement un peu du marché, grosso modo Covid, quoi, et de la relation au travail, ok, ça marche sur un hôte de caisse ou une hôtesse de caisse, mais ça marche aussi sur quelqu'un du COMEX. Donc il est capable de projeter je comprends qu'il ait plus envie d'un équilibre vie pro vie perso, je comprends que machin, et du coup, avoir les bonnes personnes qui sont conscientes de ces trucs-là, qui sont conscientes des enjeux qu'on va avoir,
il y a cet alignement humain qui se fait par rapport à la relation au travail, qui est la même chose entre un hôte de caisse et un membre du COMEX. Et ils se disent, ah ouais, ok, donc dans ma boîte, il faut que je fasse gaffe à mon process de recrutement, à ce truc-là, parce que c'est eux qui font mon business. Et je ne sais pas comment on l'expliquera dans les prochaines années sur la valorisation du travail des gens qui sont à la prod. Et il y a quand même une valorisation qui est grandissante des gens qui sont à la prod, soit dans le magasin, soit en logistique, soit en train de faire marcher tous les process de la boîte, par le COMEX, parce que c'est eux qui font tourner le business avant tout. Et je trouve que du coup, ça permet de revaloriser le recrutement au passage. Et selon toi, un process de recrutement qui est cassé, où il est... on sait qu'il y a des trous dans la raquette, il y a des choses qui ne vont pas. Serait quoi pour toi les étapes, si tu te positionnes en tant que RH ou tiers de confiance qui va aider une entreprise, pour améliorer ces process-là, réussir à engager et réaligner les enjeux de chaque partie prenante? Ce serait quoi selon toi les bonnes étapes? Tout doit tenir dans 15 jours. Ok. C'est l'objectif, c'est la North Star. Ouais. Enfin, 3 semaines, quoi. Et parce que en fait, des recrutements qui durent des mois et des mois, ça crée de la défiance, ça crée de la friction. Et donc, tout vraiment, c'est l'efficacité et la vélocité du process. Je n'ai que ça à la bouche depuis, ça fait quelques mois maintenant, c'est la rapidité du process qui fait la diff. Même dans des environnements concurrentiels, je prends par exemple des cabinets d'audit. Cabinets d'audit, à chaque année, ils recrutent tous majoritairement que des juniors. Chaque année, au moment du top départ, il y a la nouvelle fournée qui va arriver, ils essayent tous de faire la pub du monde de l'audit. C'est très bien. Ils y ont même parfois groupé, ça c'est très malin. Et ils se jettent tous sur les mêmes profils des mêmes écoles de commerce. Les candidats, ils se disent, ok, on est en mars-avril, je vais commencer à chercher un job pour septembre, parce qu'ils sortent tous grosso modo en septembre. Et comment on fait? Et à ce moment-là, il y a toutes les promos, enfin les recruteurs qui fonctionnent un peu par promo, qui cherchent à recruter leur promo de septembre d'après. Entre un KPMG ou un Deloitte, en vrai, le candidat, c'est tout pareil. c'est pas, enfin, je vais être très... Et du coup, c'est le process de recrutement qui est la seule lorgnette réelle de comment est-ce que ça se passe en interne dans les process de l'entreprise. Il y a 2 process où on a l'habitude de dire qu'ils sont visibles à l'extérieur. C'est le process de relation client ou le process de recrutement. Et du coup, si ce process-là, il n'est pas bien foutu, on a du mal à attirer les candidats. Et du coup, la vélocité sur un profil d'étudiant qui sort d'une école de commerce et qui veut faire de l'audit, ça change tout. Et comme ça permet de staffer beaucoup plus vite ses postes. Et donc, il y a sur les marchés, et on a besoin d'avoir des bras dans des cabinets d'audit chaque année. Il y a plein de sujets sur le futur du travail avec l'IA, notamment dans ces boîtes-là, mais on a besoin d'avoir des bras pour facturer après aux clients. Et c'est clé, je trouve, ce qu'on va réussir à véhiculer à partir du petit process que va avoir le candidat sur toute l'entièreté de la boîte. Il y a 2 ans, on fait des études et des baromètres avec l'IFOP à chaque fois, et c'est 85% des candidats qui évaluent toute la boîte, juste à travers le process de recrutement. Si tu le corrèles par rapport aux 65% des candidats qui détestent une boîte après y avoir postulé, tu te dis que bon... ça fait mal. Ouais, ça fait un peu mal. Donc c'est clé, quoi. Ouais, j'imagine. Ouais. Non, mais clairement, ok. Et selon toi, est-ce qu'il y a des parties prenantes qui ont, entre guillemets, plus d'impact sur ce process de recrutement ou qu'il faut plus considérer? Par exemple, on a le recruteur, on a le candidat et puis on a le hiring manager. Est-ce qu'il faut prendre en compte les trois voies, ou est-ce qu'il y en a une qu'il faut prendre plus en considération pour faire des choix, tu vois, par exemple, si on est dans la contrainte? Le juge de paix, c'est le manager. Et ça, en fait, le recruteur, il a la science. Le candidat, c'est lui, en fait, qu'on va aller séduire, je dirais. Le recruteur doit avoir la science du process de recrutement non biaisé, très structuré et tout ce qu'on veut, très bien. Mais le juge de paix, à la fin, c'est le manager. C'est lui qui va être non-stop avec le profil, avec le collab. Donc, c'est lui qui a la main.
Et il faut subtilement arriver à lui montrer que la science qu'on va lui apporter va lui faire gagner du temps et le process qu'on va lui apporter. Donc, pour moi, il n'y a rien qui dépasse le hiring manager. Pour satisfaire ton hiring manager, tu as besoin d'aller draguer tous tes candidats. Donc, le recruteur redevient le troisième, la cinquième roue du carrosse, quoi, la troisième roue du carrosse, du coup. Mais tu as l'attention, mesurer dans une cellule de recrutement centralisée la satisfaction de tous les hiring managers avec lesquels on a bossé pendant l'année, ça n'existe quasiment pas. Ouais, c'est dingue quand même. Alors que c'est clé si tu veux. Enfin, nous, on mesure le NPS de tous nos clients hyper régulièrement et c'est un truc qu'on pilote de très près pour être sûr que tout le monde soit satisfait par rapport à la prestation et à la qualité de la prestation, à la qualité de la relation humaine, à la qualité du suivi. C'est un truc qui doit être quasiment natif parce que le juge de paix à la fin, c'est le hiring manager. Et pour pouvoir satisfaire ton client interne, oui, tu dois ménager et manager ton candidat et faire en sorte de trouver les process qui soient le plus malin et le plus efficient possible. Mais pour moi, celui qui gagne tout le temps, c'est le client. Et là, quand c'est le client interne, du coup, pour un recruteur. Se plaindre du fait qu'il n'avance pas assez vite ou que c'est qu'il faut changer le process, du coup. C'est qu'on n'arrive pas à servir le client suffisamment bien. Et j'ai l'impression qu'il y a cette dynamique qui s'impulse aussi un peu plus dans les services de recrutement. Et ça, c'est pour le mieux. Parce que c'est ça ce qui va aussi redorer l'image des recruteurs en interne. C'est que, oui, ils sont bons, mais ils sont ultra sérieux. En plus de ça, ils sont sympas. Et ils arrivent à m'enlever ce caillou, ce rocher dans ma chaussure de moi, manager, où j'ai mal. Parce que il me manque quelqu'un. Et qui doit mener, donc tu as un peu répondu à la question, mais qui doit mener de front ce projet d'amélioration du process? C'est la cellule recrutement, c'est la cellule de recrutement, directrice recrutement. Ouais, c'est un vrai... c'est le management de cette cellule de recrutement qui doit processer tout. Du coup, c'est dans mes échanges que j'ai pu avoir là, dans la piscine, et les échanges souvent les plus riches, et c'était quasiment des discussions d'entrepreneurs qu'on pouvait avoir. Ouais, clairement. Ouais. Parce qu'en fait, ils managent une PME au sein parfois d'un très grand groupe. Mais et comment est-ce qu'on fait pour assurer un business model qui tienne la route pour sa cellule? Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à gérer ses dépenses, gérer ses charges? Très bien. Et gérer ses rentes. Très bien. Mais après, tu as le côté, comment tu fais pour avoir quasiment un CSM pour aller suivre tes managers, que le recruteur, tu le transformes en chef de projet pour avoir la science, pour tenir tout le process de recrutement, mais tu le transformes aussi en commercial quand il faut aller expliquer pourquoi il faut faire tel type de process auprès du hiring manager. Tu le transformes en CSM pour être capable de monitorer toute la satisfaction et de regarder quels sont les écueils et qu'est-ce qu'il faut améliorer. Un recruteur d'une cellule centralisée est pour moi, comme dans une start-up, il est un peu au four et au moulin. Et tout ça doit être porté par le directeur du recrutement ou la directrice du recrutement pour aller impulser ça. Ok. Et pour revenir un peu sur on parlait de NPS, le NPS des hiring managers qu'il faudrait qu'on arrive à mesurer. Ouais. Il y a aussi le NPS des candidats, donc sur la partie expérience candidat. Est-ce que tu vois des défaillances justement sur cette expérience candidat spécifique qui est vraiment le ressenti qui est de l'extérieur? Donc il y a le refus que tu as résolu entre guillemets en partie. Le refus, mais tu as... alors, les candidats sont sur le refus, ils savent qu'il y a plein d'autres candidats qui postulent. Ils sont parfaitement au courant. Ce qu'il faut juste, c'est que le process corresponde à leur timing, eux. Donc, un candidat, il veut avoir une réponse entre... C'est marrant, ça a aussi pas mal évolué en 8 ans. Avant le Covid, un candidat, il voulait avoir une réponse entre J+3 et J+21. 21. Maintenant, ça va être... Et maintenant, tu es plutôt passé à J+1, entre J+1 et J+15. Ah oui, d'accord. Il y a toujours un petit truc, je reviens sur pourquoi c'est pas J0. C'est assez marrant, si un candidat, on lui dit non trop vite, il a l'impression qu'on a automatisé et on n'a pas regardé sa candidature. Et qu'on a bâclé le traitement de sa candidature. Donc il y a ce petit laps de temps où... qui est important de garder. Qui est important, qui est très important de garder. Je me rappelle de certains sites internet ou logiciels, ou trucs comme ça, qui faisaient exprès d'avoir un petit temps de chargement pour montrer que ça moulinait, alors qu'en fait c'était un truc qui était quasiment automatique. C'est un peu ça. Donc je disais le temps,
Délai de réponse. Le délai de réponse, ouais, en priorité. Après, le truc qui saute au visage quand on arrive de l'extérieur, c'est le désalignement entre la marque employeur et le process. Okay. Encore une fois, le process, c'est la seule chose visible pour un candidat. Et quand une boîte va claironner des valeurs d'efficience, bienveillance, respect, tout ça, et que en fait, t'as pas de réponse, ou t'as un pauvre mail automatisé qui tombe au bout de 6 mois après ta candidature, t'as eu le temps de penser quand même pas mal de fois que c'était une boîte de cons. Ouais. C'est sûr. Et donc, le désalignement entre la marque employeur et le process, c'est criant. Et c'est peut-être ça qui est le plus cassé. Ouais. Et dans les points, justement, pour faire un aparté très rapidement sur la marque employeur, un de mes... Donc, casque, c'est l'UX de base. C'est vraiment des trucs qu'on a piqué à l'UX design. Sur la marque employeur, encore trop de fois, il y a des marques employeurs qui sont des trucs designés par des cadres communicants qui sont au siège, alors que 90% de la masse salariale, ce sont des étam ou des non-cadres en tout cas, et à qui les messages véhiculés par les grands communicants du siège, ça leur parle pas du tout. Ça leur parle pas. Genre pas du tout. Et ça crée, dans le process de recrutement, ça a des impacts dans le process de recrutement parce que ça crée ce désalignement entre qu'est-ce qui est réellement vécu par les candidats et les espèces de grandes banderoles qui ont été designées par des agences de com parfois ou par des gens assez haut placés au siège. Ouais, je vois, t'as un côté... oui, je vois en gros les gros titres que tu vas voir, je sais pas, qui prônent peut-être, je sais pas, des valeurs ou des slogans, entre guillemets, un peu bidons qui ont l'air d'attirer, mais en fait, t'es un peu loin de l'authenticité du recruteur. Ça paraît encore plus bidon quand tu l'achètes, quoi. Tu décides de postuler dans une boîte, t'achètes un peu, tu gobes ce qu'on te raconte sur la marque employeur, et tu te rends compte que c'est du fake. Bah, en fait, ça participe à la dégringolade d'expérience et de ressenti. Et sur les boîtes du retail, ça a même des impacts. Ça, c'est pareil, grâce à l'IFOP qu'on avait mesuré ça. Ça a même des impacts sur les volontés d'achat. D'accord. Ah oui, sur de la marque après, par la suite. C'était 60% des gens qui voulaient boycotter. Quand ils ont vécu une mauvaise expérience, ils veulent boycotter la marque commerciale. Wow. Et t'en as 27% qui le font vraiment. C'est quand même énorme. Ce qui est colossal. Sur 4, c'est énorme. Ouais. Donc, voilà. Donc, dans les points, c'est toujours le timing. Ce désalignement marque employeur et process. Une fois qu'on a résolu ça, on a déjà enlevé 75% des problèmes. Et la posture du recruteur par rapport au manager. Ouais, par rapport au manager. Cette vision business. Ok, hyper intéressant. Je te propose de faire un petit jeu. Vas-y, je suis chaud. Ça s'appelle les Rapid Fire Questions. Ouais. C'est une liste de thématiques / questions que je vais te poser très rapidement. Vas-y. Il va falloir choisir entre l'un ou l'autre. Ok. Tu as le droit à un joker. Vas-y. Le premier, c'est plutôt recrutement inbound ou outbound? Inbound. Plutôt manuel ou automatisé? Les deux. Ouais, sur les deux. On va dire service productisé. Ouais, mais en fait, il y a des trucs que tu peux automatiser, il y a des trucs où tu pourras jamais aller complètement sur Déjà, tu peux pas aller complètement sur de l'automatisation parce que il y a quand même des garde-fous un peu éthiques, notamment sur justement le tri de CV pour un candidat et pour une offre. Il y a des trucs où c'est une demande des candidats. Donc, et c'est un truc un peu éthique que quand tu regardes le CV de quelqu'un, c'est jamais vraiment tout blanc ou tout noir. Ouais. Et un jugement et le fait de s'intéresser réellement à la personne pour savoir, ok, ça peut s'expliquer comme ça et tout, il faut qu'il y ait quand même de l'humain. C'est une intime conviction, un truc comme ça. Et après, il y a des garde-fous aussi. La RGPD oblige à ce que... soit il faut en informer le candidat directement qu'il va être traité que par de l'IA, mais ça, en fait, tu te rends compte que les candidats, ils veulent pas. Pas encore, quoi. Ouais. Ils veulent bien qu'il y ait des questions complémentaires qui soient posées par de l'IA, mais ils veulent pas que le jugement final soit fait par de l'IA. Ouais, et la CNIL, justement, n'autorise pas ce genre de truc. Donc, c'est pas mal fait d'un point de vue éthique. Pardon. Ouais. Du coup, mais après, on pourra revenir dessus, c'était intéressant. Plutôt soft skills ou hard skills?
Soft, quand même. Très bien. Plutôt opérationnel ou stratégique? Opérationnel. Je ne valorise que l'action. Les slides, c'est un truc où ça me... Moi, c'est les gens qui font qui m'intéressent. Plutôt appel ou message? Pour les candidats? Ouais. Appel. Appel, justement, tu vois, on parlait de soft skills ou hard skills. Quand tu dois... quand tu es une grande boîte de bricolage avec un logo triangulaire vert, tu regardes, tu te dis les gens sont sympas quand tu vas dans le magasin. Tu vois pas que les gens sont sympas sur un CV. Tu as besoin de discuter avec les gens. Et donc, du coup, pour assurer une bonne qualité de recrutement pour ce type pour le Romarin, en gros, tu es obligé d'aller passer un coup de fil au candidat parce que en 5 minutes d'appel, tu sais si la personne, si ça va fitter. Mais tu as quand même discuté avec la personne. Et comme quand tu cherches à valoriser le soft skills, le savoir-être, l'expression, la posture, bah, en fait, un coup de fil. Discuter avec la personne. Ouais, je pense que c'est là où tu as le plus d'infos et le plus de matière. Je suis d'accord avec toi. T'es plutôt hack ou plutôt méthode? Je suis un ingé, donc je suis avant tout de la méthode. Et plutôt rêveur ou exécutant? Je suis un peu les deux. Un peu les deux. Il a fallu quand même globalement... c'est ce qui me plaît dans l'entrepreneuriat. Ouais. Le côté un peu hippie de... la traversée du désert là, que j'expliquais tout au début. Il a fallu s'accrocher, quoi. Il fallait être sacrément rêveur sur... voilà. Mais après, il faut dérouler. Ouais, t'es obligé d'exécuter le plan ou de switcher en tout cas parce que rêver c'est bien, mais il faut dérouler et agir. Encore une fois, il n'y a que l'action qui compte à mes yeux. Et justement, dans cette traversée du désert, c'est intéressant quand même. Le fait d'évangéliser quelque chose de nouveau. Je pense, tu vois, par exemple, même si je prends un recruteur ou un hiring manager ou une personne qui veut améliorer ce process-là, il doit évangéliser une idée, évangéliser quelque chose aussi. Comment ça se passe selon toi, tu vois, genre comment fédérer autour de ça, tu vois, ces nouvelles idées? Je sais pas, parce que j'ai l'impression que j'ai un peu tout fait à l'envers. En vrai, j'ai fait... Qu'est-ce qu'il faut pas faire, hein? Regarde, là, sur Yago, pendant justement cette traversée du désert, je faisais que d'essayer d'expliquer aux recruteurs, répondez à vos candidats, c'est bien pour votre marque employeur, c'est bien pour... Et j'avais l'impression d'être un hippie, clairement. Mais non, ça fait 20 ans qu'on répond pas à nos candidats, tu vas pas commencer à... Voilà. Pourquoi je l'ai présenté comme ça? Je l'ai présenté sur des trucs éthiques. Parce que moi, c'était mon driver. Mais en fait, le truc pour faire bouger les choses, c'est que l'argent, l'efficacité et le process. Si j'avais dit, répondez à vos candidats, ça va vous permettre de staffer 20% de vos postes, là, on m'aurait écouté. mais c'est qu'après que c'est venu. Donc, si tu veux, au début, on se positionnait comme étant vraiment... et c'est d'ailleurs le travers que je vois encore un peu. Ah, Yago, vous êtes les gens qui répondaient aux candidats. Alors oui, mais en fait, c'est que de l'onboarding vivier ce qu'on fait, si tu réfléchis. C'est que du juste onboarding des bons candidats dans les viviers pour être capable de maintenir la conversation avec eux, pour t'en faire ton premier levier d'acquisition de candidats. Mais il a fallu du temps, tu vois, avant que j'arrive à fixer les idées sur se dire, ok, on n'est pas une boîte de réponse aux candidats, on est une boîte d'onboarding de vivier et d'animation de vivier pour être sûr de maximiser la relation avec tous les bons candidats et pour t'aider à staffer plus vite. Donc je m'y suis pris comme un manche. Vraiment. Mais bon, c'est pas grave. Et on en est là aujourd'hui. Mais si je pouvais refaire l'histoire, je le referais pas du tout dans ce sens-là. Ouais, pas dans ce sens-là, ouais. Mettre du ROI, des choses factuelles, que les gens comprennent. Exactement. Je vois très bien. Ok. Bon, c'est pas grave. J'ai quelques petites dernières questions pour toi. On arrive à la fin de l'épisode. Il y a peut-être des sujets d'ailleurs qu'on n'a peut-être pas traités, auxquels tu penses, si tu penses en parallèle, des sujets qui... Non, sur les pratiques de recrutement et qu'est-ce qu'il faut améliorer, c'est, je pense, et ton job et mon job, de regarder quels sont les écueils. Ouais. Et trouver les solutions. Ouais. Et c'est ça qui est passionnant, quoi. Donc, c'est marrant, toi qui viens aussi du market, historiquement, il y a une forme d'inertie qui est plus grande dans le recrutement et dans les cycles de décision en recrutement que je ne trouvais pas moi avant dans le market ou même dans l'IT. Mais il y a une forme de fidélité et
d'attachement avec les gens qui est plus grande que dans les autres secteurs. Et je trouve que c'est aussi pour ça que ça m'amuse beaucoup, moi, de bosser dans le recrutement, alors que l'entrepreneuriat dans le recrutement, je pense que dans les RH, c'est plus lent, plus long. La preuve, c'est qu'il n'y a pas vraiment de licorne ou de trucs comme ça qui arrivent à exploser dans notre secteur. Et je trouve que c'est assez attachant comme secteur. C'est assez chouette. Et on sait que, in fine, ce qui est cool, c'est qu'on va améliorer la vie du hiring manager et changer la vie du candidat. Ouais. Et ça... Ouais, ça en termes d'impact, c'est quand même plus beau. C'est quand même assez chouette. Ouais, c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi. Mais sinon, je crois qu'on a fait le tour de pas mal de choses. Ma dernière question, c'est les ressources. Est-ce que tu as des ressources, lecture, podcast, émission, ce que tu veux, radio, que tu veux partager? Ouais. Alors déjà, j'ai investi énormément d'énergie dans ces logiques d'évangélisation là. Sur la partie éditoriale de Yago. Alors je ne veux pas faire ma pub à moi, mais j'ai investi beaucoup d'argent avec des études avec l'IFOP, justement pour aller faire grossir le secteur, sur des guides ultimes, sur la relation candidat, sur l'expérience candidat, sur la diversité et l'inclusion notamment, pour essayer de faire cranter le truc. Ouais. Je parle de trucs de 60 pages à chaque fois, donc voilà. C'est assez chouette. Et en fait, il y a plein de boîtes qui ont aussi des blogs assez chouettes à mettre en avant. Et mais ça me permet au passage de remercier tous les gens qui ont écrit chez nous, parce que justement c'est hyper chouette. Ouais. Donc tous les Inès, Hello, Mick, tous ces gens-là et Ranim qui sont passés dans l'équipe, mais c'est assez clé. Et ça a permis aussi, je pense, de participer à l'évangélisation, de laisser les traces écrites sur ce truc-là. C'est un peu un truc de vieux con que de dire que tu veux laisser les traces écrites de ton passage sur Terre, tu vois, mais d'apporter des pierres à l'édifice en essayant de faire grossir le marché sur ces trucs-là. Si tu peux toucher des consciences et que ça switch, c'est que tu as réussi. Et encore, même s'il y en a qui ont 2 ans ou 3 ans, ils continuent d'être téléchargés hyper régulièrement. C'est bien, ouais. C'est cool. Et après, les podcasts, alors c'est marrant, j'ai l'impression que ça a beaucoup fleuri. Et ce que j'aimais bien, moi, il y avait, il en fait un peu moins, mais les lois d'attraction de François-Xavier Guillet. Exact, ouais. Où c'était c'est un peu une ligne éditoriale qui me faisait marrer, c'est ce côté un peu espiègle. Paul à gratter, un peu espiègle, que j'aimais bien, qui était chouette. Ok. C'est d'ailleurs pour ça que je suis allé intervenir plusieurs fois chez lui et que j'ai même été co-host avec lui sur certains trucs, parce que justement sur cette ligne, c'est chiant les contenus où on s'emmerde. Ouais. Et du coup je veux toujours essayer de participer à des trucs où c'est intéressant, mais un peu espiègle. Ok. Très bien, je note. Ouais. Et dernière question, est-ce que tu connais des personnes qui pourraient être intéressantes à interviewer, justement? Justement, je parlais de Laurent Merlin. Il y a une personne qu'on voit pas beaucoup, pas assez. Ah, bah ça c'est bien, il faut la mettre en lumière. Qui est Célia Delimata. Très bien. En tout cas, qui est clairement mérite d'être plus vu le travail qu'elle a là-bas. Mais c'est aussi pour ça qu'on la voit pas beaucoup, c'est que comme elle bosse énormément, voilà. Et pareil, sur les histoires de cellules de recrutement centralisées, Isabelle Bonhomme chez Saint-Gobain. Ok. Vraiment très chouette. Au-delà d'être une personne rayonnante, les enjeux qu'elle adresse et comment justement, quand je parlais des discussions un peu entrepreneuriales de comment est-ce qu'on tient une unité de cellules de recrutement comme ça, et comment est-ce qu'on fait en sorte que tout puisse avancer et que ça soit... Donc ils sont une quinzaine au milieu de Saint-Gobain, qui est la plus vieille boîte de France, et comment faire vivre ce truc-là, être respecté, crédible, et avec tous les bons process qui sont derrière. Faut être... c'est limite de l'intrapreneuriat. Ouais. Trop bien. Ouais. Ah bah parfait, je la contacterai du coup. Ouais, vas-y. Trop bien. Merci à toi Mathieu. Est-ce que tu as un dernier mot de la fin, peut-être, pour ceux qui nous écoutent? Non, pas particulièrement. J'ai dit plein de trucs, mais c'était sympa. Merci de m'avoir invité. Merci à toi. Et merci de m'avoir écouté. Merci à tous, merci à toi. Puis je te dis à très vite. Salut, à bientôt. Salut, ciao.